19h, entre chien et loup. La ville s'enveloppe d'une ambiance feutrée. Vous vous tenez devant une discrète porte semblable à tant d'autres. Seules quelques vibrations profondes trahissent l'effervescence enfouie en ces lieux. Vous vous lancez et toquez. En un instant, vous voici dans un grand hall sombre. L'ambiance se fait plus présente. Les pulsations deviennent les contours d'une musique sur laquelle se mêle le bourdonnement de conversations animées. Devant vous se tiennent quelques personnes qui vous observent. Vous déclinez votre identité et vous présentez brièvement. Après une concertation, l'un d'eux se retourne vers vous et acquiesce de la tête. Vous êtes validé. On vous dirige alors le long de ce grand hall. Les sons se font plus précis. Vous distinguez des timbres de voix de femmes, d'hommes qui de concert se plaisent à rire. On vous ouvre alors la dernière porte. Vous êtes à la taverne des Braves. C'est dans une ambiance chaleureuse et lumineuse que se mélange une musique enjouée et des conversations aux tonalités souriantes. Autour des tables, on se souvient, on se découvre, on rigole, on débat, on vit. Chaque regard que vous croisez vous accueille d'un large sourire. Vous vous sentez chez vous. Au fond de la pièce, l'éternel groupe de ceux qui restent debout discute hardiment des sujets qui leur passent par la tête. Ça se chamaille, ça se taquine, ça rigole, ça raconte des histoires qui n'ont aucun sens. Le tout dans des joutes verbales anarchiques et joyeuses. Soudain, le calme se fait. Les conversations tournent au murmure. De l'autre côté du zinc surgissent les barman hissant fièrement leurs potions. La taverne exulte. Vous vous installez sur une chaise haute et regardez ces serveurs jongler avec les mots et préparer des cocktails de thèmes enjoués et enivrants. La soirée peut enfin commencer. Vous êtes au comptoir des Braves. Eh bien, salutations à tous et bienvenue au comptoir des Braves. Salut aux braves vérifiés, salut aux braves certifiés et salut aussi aux curieux qui sont de passage. Première émission de l'année 2024. Nous espérons tous que vous avez passé de très bonnes fêtes en compagnie de vos proches et je me permets au nom de toute l'équipe de vous souhaiter une année 2024 pleine de réussite et de bonheur. Je souhaite également remercier les personnes qui ont été présentes lors du live exceptionnel du Nouvel An, animé principalement par Mathieu et moi-même, ainsi que tous les participants au premier numéro de La Terrasse, notre rendez-vous en live sur Telegram. Pour connaître toute l'actualité du comptoir ou les prochaines dates de La Terrasse, je vous invite à rejoindre le canal Telegram des Braves à cette adresse, @lesbraves tout attaché, mais aussi à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, à notre chaîne YouTube, disponible également à l'adresse Les Braves tout attaché. Et enfin, pour plus de live, d'échanges et de bonne ambiance, vous pouvez rejoindre la communauté des Braves à cette adresse www.lesbraves.org. Alors, à la carte ce soir, nous vous avons réservé 3 chroniques, et pas des moindres. Notre cher Mathieu nous retracera une épopée qui prend ses racines dans l'Empire romain et qui nous mènera à notre génie occidental du jour, et je dirais même de notre époque. Salut Mathieu, comment vas-tu ? Bonsoir Ambrose, je vais très bien, bonsoir à toute l'équipe et content d'être de retour dans cette émission. Voilà, passez de bonnes fêtes pour la fin d'année. Excellent, le 31 au soir j'étais avec toi en live, donc c'était très sympa. Voilà. Et le Noël en famille, j'imagine. Noël en famille, ouais, comme d'habitude, ça je transige pas. Nous avons aussi avec nous Baptiste, qui nous prendra par la main pour une visite hors du guide de l'une des villes dont il a arpenté le pavé, bien loin des habitudes touristiques du tout venant. Salut à toi Baptiste. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah écoute, parfois ça va très bien. Alors comment as-tu passé tes vacances hivernales ? Moi j'ai skié, j'étais dans la neige. Je trouve que Noël sans la neige ça ne fonctionne pas. Du coup voilà, je suis allé à la montagne dans les Alpes pour être très précis. Et j'ai passé un bon moment, je me suis quelque peu galeté dans les pistes, mais tout va bien. Ok, d'accord. Très bien. Eh ben, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Et on finira avec Alphonse qui a profité de la pause hivernale pour arpenter la steppe pontique d'Europe de l'Est. Et, tel un Claude Lévi-Strauss, nous en est revenu avec de nombreux dossiers sur la peuplade autochtone.
Salut à toi Alphonse, comment vas-tu? Eh ben, salut Ambrose, ça va très bien, comme tous les jours de comptoir. Comment as-tu passé tes fêtes de Noël? Très bien, sur la steppe pontique, en tout cas, le mental y était, le corps n'y était pas. D'accord. Eh ben écoute, tu nous expliqueras tout ça alors. Exactement. Sommes-nous prêts les amis? Prêt, comme toujours. Let's go. C'est toujours prêt. C'est très bien, ça fait plaisir. Eh bien écoutez, on va commencer alors donc avec Mathieu. C'est à toi pour ta rubrique génie occidental, génies occidentaux. Allez, c'est parti. Alors je retourne un petit peu sur le même domaine que notre ami Louis Vica que j'avais abordé au premier épisode. Je vais vous parler ce soir du verre. Alors le verre avec l'orthographe qui va bien, c'est-à-dire VE2RE, le verre, le matériau, celui qui sert pour nos lunettes, pour boire une bière et pour fermer les fenêtres. Et donc ce soir je vais m'attarder plutôt sur la partie fenêtre. Donc ça va être une longue épopée que j'ai arbitrairement choisi de démarrer vers Jules César et qui se termine très récemment, il y a quelques dizaines d'années. Voilà. Superbe. Eh bien nous sommes tout oui. Je l'espère, parce que moi, c'est une chronique vraiment que j'affectionne et sur un thème que j'apprécie en général. Voilà. En tout cas, l'avantage avec toi, c'est qu'il y a toujours... on a eu le ciment, on a eu Marie Curie, maintenant on a le verre, on est toujours dans les bonnes surprises. Ouais, Tesla. Alors j'essaye d'alterner un petit peu des rubriques plus terre-à-terre et puis d'autres plus abstraites. Là, c'est très terre-à-terre, vous allez voir. Alors, le verre plat, celui qui orne vos fenêtres tout autour de vous. Donc je vais commencer par une petite rétrospective sur le verre. Et à quel moment on a commencé finalement à utiliser le verre en tant que fenêtre? Eh bien, assez récemment, à l'échelle de l'humanité, du temps de l'Empire romain, pour faire du verre qu'on va appeler plat, on le coulait sur des tables recouvertes de sable. Malheureusement, cette technique, elle a disparu en même temps que l'Empire romain, autour du 5e siècle, on va dire jusqu'à 500 après Jésus-Christ. Avec l'effondrement de l'Empire romain, on a oublié cette technique, qui a été partiellement redécouverte en Syrie au 7e siècle, technique en plateau pour faire des plus petits morceaux. Donc c'est cette technique qui a été utilisée pour faire les vitraux des cathédrales de Chartres, du Mans ou de Sens, par exemple. Les vitraux qu'on retrouve dans nos cathédrales, donc c'est ornemental bien sûr, mais c'est aussi parce qu'on ne savait pas faire à l'époque des vitres plus grandes. Au Xe siècle, actuelle République tchèque, en Bohême, on met en place ce qu'on appelle la technique du soufflage de manchon. Donc je pense que ça parlera à tout le monde, hein, les souffleurs de verre, des gens qui soufflent un petit peu dans une longue canne et ça fait gonfler le verre. Oui, c'est super d'ailleurs parce que j'avais eu la chance gamin de tester ça. C'est-à-dire j'avais visité une soufflerie de verre, si c'est bien ça qu'on dit, et j'avais pu faire mon propre vase. Et c'est assez... c'est une technique qui demande du souffle et qui est plus physique qu'on le pense, en tout cas dans la pratique. Alors, physique parce que c'est lourd, mais en fait pas tant de souffle que ça parce que on souffle légèrement à l'intérieur et après on vient boucher avec son doigt. Et en fait c'est la dilatation de l'air qui chauffe au contact du verre qui fait gonfler l'objet. C'est pas une pression en fait qui vient. Enfin c'est pas une pression, c'est pas la pression insufflée par l'artisan qui vient faire gonfler l'objet, c'est la pression de l'air bloqué à l'intérieur de la canne dont on bouche l'extrémité avec le doigt qui vient faire gonfler l'objet, le vase, le verre ou autre. Eh ben, en République tchèque, on a mis au point cette technique pour faire des manchons ou des cylindres. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire des vases, au lieu de faire des verres, ils ont réussi à faire des très longs boudins, on va dire. Voilà. Et donc ensuite, on coupait ce boudin dans le sens de la longueur et on le dépliait, comme si on ouvrait un cylindre finalement, pour faire du verre plat. 12e siècle, on se dirige vers l'Italie. Le fameux verre de Murano à Venise, c'est le début de l'âge d'or du verre vénitien. La raison de cet âge d'or, c'est l'accès à des matières premières qui lui permettent de produire une qualité inégalée pour l'époque.
Donc avec cette technique des manchons, ils peuvent notamment produire les premiers miroirs qui sont pour le coup à l'époque sublimes. 16e siècle, on retourne en Bohême. Malheureusement, l'actualité géopolitique autour de l'Italie est un peu morose. Venise est sur le déclin et Bohême donc redevient, on va dire, la place forte de la fabrication de ce verre plat. Et les techniques verrières sont maintenant bien diffusées partout en Europe. C'est-à-dire qu'à partir du XVIe siècle, on est capable de retrouver des objets à la fois pour la vie quotidienne, par exemple pour boire, en Espagne, mais aussi dans les pays du Nord, avec chacun, on va dire, des designs très particuliers. Ouais, avec notamment les chaussons de Cendrillon. Oui, et oui, c'est vrai. Tout à Quelle est fait. la technique d'ailleurs utilisée pour celle-là? Non, tu n'as pas le secret? Non, celle-là, je l'ai pas, malheureusement, non. Non. Je suis pas au point sur les Walt Disney, en plus, je dois dire. J'ai loupé beaucoup des derniers. Bon, Cendrillon, c'est plus ancien. Bon, revenons à nos verres. Donc, l'utilisation du verre plat pour faire des vitres était totalement inexistante avant le XIVe siècle. Et c'est devenu, on va dire, plus commun au XVIIIe. Il faut savoir qu'avant, les gens, en France, 15e, 16e siècle, dans nos campagnes, eh ben pour fermer leurs ouvertures et avoir un peu de la lumière, ils inséraient dans des châssis en bois des toiles cirées, du papier huilé, pour faire office, on va dire, d'étanchéité à la pluie, au vent, et laisser pénétrer un petit peu de lumière à l'intérieur des habitations qui étaient très obscures. Donc, pour ceux qui, comme moi, sont passionnés de l'architecture moyenâgeuse, souvent quand on rentre dans les châteaux, on voit que c'est très sombre et que les ouvertures, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire, à l'évolution des constructions de chaque château, les ouvertures ont été faites a posteriori, c'est-à-dire le château il peut être du 14e, du 15e, et les ouvertures vont dater plutôt quelques années après, Renaissance et début de la Révolution industrielle, 18e siècle, etc. Je retourne maintenant en France. 17e siècle, Louis XIII est extrêmement énervé de devoir systématiquement importer de Venise tous les verres plats dont il a besoin pour le royaume. Donc il va lancer une première manufacture, 1634, pour concurrencer nos amis de Venise et de Bohême, mais sans succès. Louis XIV, sous Colbert, va décider, lui, de mettre les grands moyens et de lancer la manufacture royale des glaces en 1665. À l'époque, le royaume de France dépense environ 30 000 livres or par an, c'est-à-dire un très gros budget pour faire importer ces pièces d'Italie. Et ils vont vraiment mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Ils vont notamment débaucher des verriers de Venise, ce qui était vraiment très très compliqué à l'époque, pour travailler sur ce sujet en France. Et il faut dire d'ailleurs que ça marche. Un demi-siècle plus tard, le monopole en Europe est devenu français. Et la manufacture exporte 300 000 livres or par an, alors qu'un demi-siècle avant, la France en importait 30 000 pour ses besoins. Alors pour l'anecdote, cette manufacture, avec le jeu des fusions et des changements de gouvernance, ça deviendra l'entreprise qu'on connaît tous aujourd'hui, Saint-Gobain, qui était un site, on va dire, de production à l'époque. Donc Saint-Gobain va continuer, enfin pas Saint-Gobain, mais la manufacture royale va continuer d'améliorer le procédé, et ils vont redécouvrir la technique de nos Romains, c'est-à-dire le coulage sur des tables plates. Sauf que cette fois-ci, elles sont métalliques. Voilà, 1700 ans, 1800 ans, entre le début de cette technique à Rome et la redécouverte en France. Louis XIV, son objectif, c'était vraiment d'impressionner l'Europe avec la puissance de la France, et donc ça a donné ce que vous connaissez tous, c'est la fameuse Galerie des Glaces à Versailles. Qui a eu d'ailleurs le privilège, entre guillemets, d'accueillir un concert de Jean-Michel Jarre pour Noël. Ouais, c'est dommage parce que le jeu des lumières, ça doit être très sympa, ouais, avec les il l'avait fait avec de la réalité virtuelle, donc le problème c'est que c'est toujours très enthousiasmant ce qu'il fait Jean-Michel Jarre, mais dans le rendu final, là c'était un petit peu ringard. J'avais été un peu déçu, mais néanmoins, faut saluer la performance, parce que faire un concert dans une salle justement dans la Galerie des Glaces avec énormément de résonance, ce n'était pas un pari facile. On le salue d'ailleurs, et on sait qu'il nous écoute très régulièrement. Tout à fait, oui.
Je finirai de mixer ton prochain album quand j'aurai le temps, Jean-Michel. Enfin, Jean-Michel. Allez, on accélère maintenant voilà. et on se dirige vers l'époque moderne. Fin 17e, on a un Français qui s'appelle Nicolas Leblanc qui invente un procédé pour produire de la soude non naturelle, qui est un élément essentiel pour faire des verres plats de bonne qualité. Et en fait, ce procédé chimique pour la fabrication de la soude sera utilisé pendant 70 ans jusqu'à son remplacement par le procédé Solvay du génial chimiste belge Solvay, d'où découle la très grande entreprise de chimie Solvay, présente dans le monde entier aujourd'hui. Et c'est ce procédé qui est encore utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Malheureusement, notre ami Leblanc, il se suicidera une dizaine d'années après la Révolution française. Il y a laissé des plumes. À la même époque que le procédé Solvay apparaît, donc là on arrive 1860 à peu près, apparaissent les premiers fours capables de fournir du verre en continu, avec encore un nom que vous connaissez probablement, un ingénieur allemand du nom de Siemens. Début 20e, première automatisation du soufflage des cylindres, donc c'est-à-dire qu'on associe le procédé des manchons dont j'ai parlé tout à l'heure, les fours capables de faire du verre en continu, la technique de Saint-Gobain, et là on fait cette fois-ci des immenses cylindres, 10 mètres de haut, 70 mètres de diamètre, donc quasiment 20 mètres carrés de verre en une seule fois. Donc là, début 20e, on est capable déjà, à l'échelle industrielle, de commencer à faire des vitres. Alors pas de bonne qualité, hein, c'est du simple vitrage. Si vous êtes déjà allé dans des très vieilles maisons, des très vieilles fermes à la campagne, vous avez ces verres très fins, pas très jolis, pas très lumineux. Bon, c'est des verres des fois qui ont 30, 40, 50, 60 ans. On est sur cette génération-là. On a aussi une technique pour ceux qui connaissent l'aligot. Excellent plat, on salue d'ailleurs tous nos amis du centre de la France. La fabrication du verre plat par étirage vertical. Donc comme l'aligot, en fait, on va tirer le verre vers le haut, on le fait passer dans un rouleau, il passe de l'autre côté, on le laisse refroidir et on peut le découper derrière. Voilà. Tout ça, ça nous amène 1960 environ, avec notre ami Alastair Pilkington. Et cette chronique, le fameux génie occidental de ta chronique. Cette chronique lui est dédiée. C'est un nom, je pense qu'il ne parlera pas à beaucoup, et c'est bien dommage. Donc il a révolutionné, c'est-à-dire qu'il a mis la cerise sur le gâteau, le point d'orgue, après de 2000 ans de développement occidental pour mettre au point ce verre plat, c'est-à-dire être capable d'utiliser un matériau qui laisse passer la lumière, qui fait l'étanchéité au vent, thermique, au bruit, à la pluie. Et aussi vite qu'il est arrivé, il est reparti dans une forme d'anonymat relatif. Bon, il a malgré tout occupé des postes prestigieux. Il a été directeur de la société de pétrole BP à la Banque d'Angleterre, mais il a inventé ce qu'on appelle le procédé flotte. Et en fait, le procédé flotte, c'est un petit peu la quintessence, l'optimisation de tout ce qui a été étudié pendant ces 2000 ans précédemment. Pour faire très simple, on coule le verre sur un bain d'étain en fusion. Alors, l'étain a une température de fusion relativement basse, il ne faut pas s'imaginer un volcan, mais le verre, en fait, ne va pas se mélanger avec le métal, et ça va faire comme de l'huile sur de l'eau, ce qui va permettre au verre d'avoir une surface parfaitement plate. On va pouvoir en produire en continu les épaisseurs qu'on veut, les largeurs qu'on veut, et c'est ce procédé qui est toujours utilisé aujourd'hui, plus de 60 ans après. Et c'est le procédé qui, en quelques années, a remplacé tous les autres procédés qui existaient dans le monde. Il y avait des petites variations. Ça a rendu, en fait, un défi auquel l'humanité a fait face pendant près de 2000 ans, avec des oublis, des découvertes, des redécouvertes. Ça a presque rendu le procédé facile. Voilà. Donc aujourd'hui, on en produit partout, de cette manière-là. Et donc notre ami Alastair Pilkington, donc c'est un Anglais, il est né après la Première Guerre mondiale en Inde. Son père était militaire de l'armée britannique, de la petite noblesse, donc c'était un sire, un chevalier. Il a étudié à l'université de Cambridge et c'est à 32 ans qu'il a inventé son procédé.
voilà, dans la continuité des jeunes inventeurs qui étaient Vika, qui étaient Becquerel, qui étaient Curie, qui étaient Tesla. À 32 ans, finalement, il a presque pu prendre sa retraite parce que derrière, son procédé s'est vendu sur toute la planète sous forme de licence. Il a dirigé derrière la compagnie Pilkington derrière. Alors, petite parenthèse, la compagnie Pilkington n'a rien à voir avec Alastair Pilkington. C'est comme si Dupont travaillait chez Dupont et Dupont. C'était des homonymes, mais il a fini par en prendre la direction. Alors, c'était destiné. Ouais, c'était... oui, comme quoi. Alors, ce sera tout pour cette chronique, parce que Pilkington, malheureusement, n'a pas laissé, je dirais, une littérature florissante. Il n'a pas, comme Tesla, fait une immensité de brevets, etc. Il n'a pas dédié non plus sa vie à la recherche comme a pu le faire Marie Curie, mais par ce procédé d'ingénierie qu'il a inventé, il a véritablement révolutionné cet aspect. Et aujourd'hui, en fait, on en voit partout. On n'y fait plus attention, mais c'est grâce à lui. Et je dirais, si vous voulez vous donner un exemple de son implication et des conséquences que ça a eu sur le monde moderne, vous regardez les premiers buildings de New York, Chrysler Building, Empire State Building, etc. C'est énormément de façades minérales, du marbre, etc. Et puis des fenêtres assez petites. Quand vous regardez les buildings aujourd'hui, c'est quasiment 100% du verre. Voilà. C'est vrai, oui. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est quand tu as parlé des premières fenêtres. J'ai tout de suite eu l'image des fenêtres dans la maison des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Cette espèce de verre extrêmement fin, effectivement, très vibrant, quelque part, qui était posé sur un cadre avec on va dire un joint qui s'effritait. Enfin voilà, c'est vraiment cette image que j'ai eue de la première version des vitres dont tu as parlé. Alors on en trouve encore plutôt en Europe de l'Est. Moi j'ai eu avec ça fait toujours comme une petite pointe de nostalgie quand je vois ça. J'ai vu ça en Pologne, j'ai vu ça en Russie. Quand on va vraiment dans les anciennes usines, les très anciennes maisons, on voit ces vitres. Et ça a son charme aussi parce que ça laisse filtrer la lumière finalement d'une manière assez particulière. Aujourd'hui, les verres qu'on a autour de nous essayent d'être le plus fidèles et laissent passer le plus de lumière possible. Ces verres apportent aussi une forme de... Il y a un côté pittoresque. Je trouve ça intéressant. Donc écoutez, quand vous allez vous promener dans des anciens endroits, faites attention aux fenêtres qui vous entourent. Et si vous n'avez pas une fenêtre qui est parfaitement lisse, parfaitement transparente, sachez que c'est une fenêtre qui a probablement été conçue bien avant que notre ami Alastair Pilkington mette au point ce procédé révolutionnaire. C'est des flottes, comme tu as dit. Procédé flotte, ouais, flotte. F-L-O-A-T, c'est un peu bizarre de s'imaginer voilà, il faudrait que je voie une illustration. Enfin, il me faudra du visuel pour bien voir comment ça fonctionne. Je vous invite à aller sur le site d'entreprises comme Saint-Gobain, par exemple. Je suis sûr que dessus leur site, vous trouverez une petite rubrique historique, etc., qui retrace les procédés. Mais voilà, il y a malheureusement pas beaucoup de littérature. Tu voulais dire quelque chose, Alphonse? Non, mais on parlait de l'Europe de l'Est. Là-bas, ils font du double vitrage, mais à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre, et ensuite, il y a une autre fenêtre. Est-ce qu'elles sont collées l'une à l'autre ou il y a un peu... Est-ce qu'il y a quand même non, il y a 10 cm entre les deux. L'air passe, mais c'est un effet placebo. Non, mais il y a quelque chose comme ça, oui. En fait, c'est au bord du mur intérieur, tu as une fenêtre, et au bord du mur extérieur, tu as une fenêtre. Les deux ont des poignées, en fait, c'est les mêmes fenêtres. Et elles sont collées, donc c'est du double fenêtrage. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas du double vitrage, c'est double vitre, double fenêtre, ouais. Mais c'est quand même assez dingue que c'est une énigme sur laquelle on est buté pendant genre 5000 ans. Comment faire du verre sympa? Il suffisait de faire bouillir de l'étain et de balancer un genre de sable, j'imagine, dessus. Et enfin, peut-être pas du sable, mais un genre de verre. Alors dessus. Non, le verre tel que les Romains le coulaient sur une table avec du sable pour faire un petit peu comme on met de la paraffine ou de la vaseline pour empêcher des fois quand on coule du plâtre ou des résines que ça coule. Pour ceux qui ont des enfants, ils voient de quoi je veux parler, ce dont je veux parler. Et finalement, sous Louis XIV, quand on redécouvre cette technique qui consiste à couler du verre sur des tables métalliques, on progressait, mais on n'y était pas. Et lui, finalement, il a eu cette idée de couler le verre sur un métal liquide. Oui,
Oui, et ben en fait, c'est un métal qu'on connaissait depuis toujours, quoi. L'étain, c'est un des premiers métaux qui a été domestiqué, je pense. Tout à fait. C'est-à-dire que ce procédé aurait pu être inventé probablement par les Romains. Et non. Ouais, c'est assez dingue. Et non. Mais d'ailleurs, il est assez célèbre. Il a encore une Ouais. existence à l'Aster. Je lui ai acheté du bois cet hiver. Du bois à l'Aster. Très 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 bon. Voilà, très très bon. Et d'ailleurs, excellent. Voilà, c'est le Alphonse qu'on aime. Je conclurai là-dessus, déjà en répétant son nom, donc Alastair Pilkington. Rappelez-vous-en, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et sachez qu'il est mort très récemment. Il est mort en 1995. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, sans le savoir, on a été des contemporains de ce génie. Je viens de vérifier sur Wikipédia, il est encore vivant, Bill Clinton. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, je m'arrête sur cette blague, elle est très belle. Très bien, oui, effectivement, on va arrêter. Mais de toute façon, c'est d'ailleurs... alors, félicitations Mathieu, une fois de plus, de nous avoir appris tout ça. Et nous avoir fait découvrir un génie occidental que l'on ne connaissait pas. Une très belle histoire. Et je me permets de rebondir, comme tu es le dernier à avoir pris la parole, Baptiste, avec une très belle blague. Je pense que ça va être à ton tour de nous montrer tes talents de chroniqueur. Gros niqueur. Pardon? Gros niqueur, tu m'as invité dans l'émission en tant que gros niqueur. Pas du tout, non, pas gros niqueur. Je sais pas ce que tu racontes, j'ai dit chroniqueur, Baptiste. Ah. C'est pas drôle. Ah, j'avais mal compris, parce que du coup, moi j'avais préparé une chronique plutôt orientée amour en Europe de l'Est. Tu vois ce que je veux dire? Pardon? Non, pas du tout. Non, parce que moi, en fait, je voulais... je t'avais demandé un truc guide touristique tout public. Hein, je croyais qu'on s'était compris, en fait. Il fallait que tu nous parles des bons plans, de la ville et tout ça. Guide touristique hors des sentiers, moi j'ai cru que tu voulais un truc un peu coquin pour booster les vues, ce genre de choses, quoi. mais non, pas du tout. Non, mais j'espère que tu plaisantes. C'est une émission qu'on essaye familiale, Baptiste. Je suis désolé. Ah bah putain, merde. Là, ce que j'ai prévu, ça va pas du tout, là. Là, ce que j'ai préparé, c'est pas bon. Non mais attends, c'est une blague. Bon, écoute ce qu'on va faire, parce que je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on va faire passer Alphonse avant toi, hein, et tu vas me réécrire quelque chose en 20 minutes, d'accord? Ouais, c'est un peu short. Non, tu te démerdes. Fais une chronique sur Bill Clinton, tiens. Non, rien à foutre. Tu te démerdes, sinon tu dégages de mon émission, t'as compris? Oui, en gros, oui. Pardon, non, mais est-ce que t'as compris? C'est bon? J'ai compris, pardon. Voilà, tout le monde se calme. J'aimerais bien qu'on soit un petit peu sérieux. Bon, on reprend. Alors, après cette superbe chronique de Mathieu, eh bien, on va enchaîner avec les escapades dans les steppes de notre cher Alphonse. C'est à toi, Alphonse. Avec quoi tu nous es revenu cette fois-ci pour ta rubrique à braque? Eh bien, sur les dernières fois, je vais parler de choses un peu disparates, disons. Et depuis que j'ai parlé de Conan, j'ai continué dans la même voie et j'ai exploré tout l'univers des fictions de l'époque des années 30, de la Grande Dépression. Et du coup, je suis retombé sur un univers assez sympa. Donc, ce dont je vais vous parler dans cette chronique. Donc, Mathieu nous a encore une fois parlé des créateurs. Mais moi, je vais vous parler des destructeurs. Donc, j'ai choisi de parler aujourd'hui d'une période assez peu étudiée de l'histoire des Européens, en tout cas assez peu étudiée et assez peu claire, en tout cas pour nous en France et généralement à l'Ouest, même s'il y a des notions. Pourtant, c'est un univers et en général un monde qui a vraiment tout pour plaire au public moderne. Il y a de la tuerie, du pillage, de la baston à gogo, l'irrévérence, l'honneur. Et pourquoi je dis ça? Ça plairait au public type ceux qui aiment Game of Thrones, alors. C'est ce que tu es en train d'essayer de dire. Et ceux qui aiment Vikings, etc. Et je dis ça parce que de plus en plus... Enfin, en fait, les gens ont toujours leur imagination qui est captivée par... Enfin, dernièrement, on avait des fixettes sur les Vikings, enfin, ça continue encore, sur les pirates des Caraïbes et d'ailleurs, sur les cow-boys, le Far West, tout ça. Et en fait, en général, les gens, ils adorent, dès que ça parle d'anarchie et de retour
disons, à l'état un peu non civilisé des Européens. Donc ça fascine un peu les gens, parce que c'est pas leur quotidien, c'est pour ça, sûrement. Et quand je parle d'état originel des Européens, je parle de banditisme et de pillage en bande de potes. Un peu le même délire que le comptoir, mais bon, avec plus physique et moins audio, en gros. Donc les gens aiment à se rappeler qu'il fut une époque où ils n'étaient soumis ni au salariat ni aux embouteillages. Et donc voilà, après avoir parlé de Conan qui est carrément dans la même veine, là on va parler d'un truc avec un peu plus de base historique, moins romantique mais plus réel. Donc c'est une histoire à base de moustache. Tu nous dis que Conan n'est pas réel. Ah oui, en fait techniquement il est probablement réel parce que c'est pas, tu sais que c'est pas notre monde, c'est le monde d'avant le cataclysme, à l'époque où l'Atlantide, tout ça, c'est encore frais dans les mémoires. Donc c'est ce que je voulais entendre. Peut-être qu'il a vraiment existé. En tout cas, il existe dans nos cœurs. Et on le salue. Il nous écoute. En tout cas, la responsabilité de la preuve est chez ceux qui disent qu'il n'a pas existé. Voilà. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc c'est une histoire à base de moustaches, d'alcool, de poudre noire et de viande crue. J'ai choisi de vous parler du véritable Far East, le Wild East, c'est l'épopée des Cosaques. Superbe. Alors je sais pas si vous connaissez des trucs là-dessus, c'est vrai qu'en France on connaît, mais c'est quand même assez peu clair, assez sombre. Mais bon, on a passé du temps en Ukraine, donc ça nous a permis aussi de découvrir un peu la chose, mais j'ai ensuite fait de la lecture un peu sur le sujet, même si je suis loin d'être un expert. Donc, tout commence au Moyen-Âge. Avant, il y a des trucs, mais c'est trop trouble, donc je m'y aventure pas. Donc, il se trouve que les steppes pontiques, comme tu disais au début d'émission, ce qui est un mot vraiment sympa, il se trouve que ces steppes-là sont un coin plutôt sympa, terre fertile, beau soleil, beaucoup de rivières, tout est là pour prospérer. Et donc des principautés slaves, ce qu'on appelle la Russe de Kiev, comme on dit, ils prospèrent plutôt très vite. Et donc on s'imagine que c'est des États vite faits, mais en fait il y avait quand même une réelle prospérité, un réel poids à l'époque. Même si on considère par exemple le poids diplomatique des mariages. Il y a eu un mariage d'une nana de là-bas avec un roi de France, Anne de Kiev. Je crois que c'est avec Philippe Auguste peut-être, je sais plus. Il y a une qui était mariée au roi d'Angleterre et un roi de là-bas qui était marié à la fille d'un empereur byzantin. Donc c'est pas le kebab du coin, quoi. C'est quelque chose. Et donc tout allait bien sur la steppe pour les Slaves, jusqu'au moment où les assauts répétés des petites hordes de Tatars et autres Mongols ont fini par submerger ces principautés. Donc c'était avec Gengis Khan, etc. Et c'est là qu'on commence la période qu'on appelle le joug tataro-mongol, comme on dit. Et donc à partir de là, on a toutes les populations slaves chrétiennes qui fuient et où retrouvent leur territoire sous la domination des Polonais. Donc les Polonais sont des Slaves, mais ils sont catholiques. À l'époque, la religion c'est de loin le dénominateur le plus important entre les gens, enfin la discrimination la plus importante. Et donc les Slaves issus de la Russe, les Rutènes, en gros, et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les Ukrainiens, ils sont ni moscovites ni polonais, et ils sont sur le territoire de l'actuelle Ukraine, donc bon, disons qu'ils ont la prétention est assez haut et assez probable. Donc ce sont des orthodoxes, chrétiens orientaux, et ils sont réduits en servage clairement, et avec pas mal de discrimination, et bon, c'est le Moyen-Âge. Donc c'est pas les conventions de Genève n'existaient pas encore. Ça manque de subtilité, on va dire. Ouais, Genève n'existait peut-être même pas. Donc voilà, ils vivent leur pire vie, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la merde. Et il se trouve qu'à un moment, il y a un patch correctif qui se pose sur le monde, et le pouvoir mongol, tatar, commence à s'effondrer un peu, et la steppe redevient plus ou moins vivable pour les chrétiens. Et bon, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que les Mongols se sont mis à dessiner des mangas et ils ont perdu l'envie de vivre, peut-être, je ne sais pas. Et donc c'est alors que les paysans... Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que Wikipédia aurait eu les réponses, mais j'ai pas été voir. Mais
C'est alors que, du coup, les paysans slaves ou lituaniens, j'imagine que c'est plus ou moins la même chose à l'époque, des alentours, ils ont envie de voir du pays, ça les fait chier de rester à la ferme au village, et ils souffrent de phobie administrative et fiscale, et donc ils décident de passer les vacances sur la steppe. Au début, c'est pour chasser le castor, pêcher tranquillou, à l'abri des responsabilités, et très vite, ils se disent en fait, pourquoi pas piller et chasser les Tatars qui somnolent plus ou moins sur la steppe, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Mais en fait non, ils étaient très occupés pour la capture et la revente d'esclaves blancs chrétiens. C'était une traite encore plus forte en nombre que la traite méditerranéenne, c'est la traite environ 2 millions. J'ai les chiffres. Donc c'est quelque chose, et surtout avec les moyens de l'époque, parce qu'à l'époque, il fallait attraper les mecs, les ligoter à la corde et les amener à pied dans un bateau, etc. C'était pas industrialisé, quoi. Et ils allaient sur les marchés d'esclaves de l'Empire ottoman de l'époque. Mais donc voilà, au début, ils ont fait pas mal d'expéditions de pillage, qui étaient motivées par la vengeance, et aussi pour secourir les prisonniers de leur village ou de leurs cousins, etc. Et en fait, très vite, ils commencent à ne même plus... Au début, ils rentraient à la maison pour l'hiver, pour Noël, pour les fêtes, comme nous, quoi. Et après, ils commencent à se dire, la vie sur la steppe, en fait, c'est sympa. On vit entre potes, on est bien. Bon, il y a quasiment 100% d'hommes, mais ça, c'est autre chose. Voilà, c'est la vie tranquillou, en fait. C'est la vie estudiantine. Et du coup, ils se disent, pourquoi on rentrerait, en fait, se faire chier en Pologne ou ailleurs à payer des impôts et à travailler pour le seigneur. En fait, on va rester là. Ils se construisent des petits fortins. Il y a 100% d'hommes, donc ils commencent à développer un hobby qui est le vol d'épouses, le kidnapping, en fait, qui est en fait une tradition des populations de la steppe. Mais du coup, un de leurs hobbies, ça vient de débouler dans un mariage tatar et de se barrer avec la nana. Bon, c'était des trucs à l'époque qui se faisaient. Et donc ça donne déjà un peu une vue sur leur mentalité. Ouais, sur l'ambiance générale et sur la mentalité. Voilà, c'était le délire à l'époque, et ils suivaient pas des cours de drague ou des formations à 900 €. Non, ils faisaient des choses beaucoup plus directement. Voilà, et donc, ils n'étaient pas dans le développement personnel, là, on était... Pas du tout, non, ils étaient déjà développés, cherchaient à acquérir du personnel ensuite. Et donc, voilà, j'en reviens à ça, ils se disent, pourquoi pas rester sur la steppe, en fait, toute l'année. C'est-à-dire qu'on s'amuse, etc. Donc, ils construisent des fortins. Et en fait, ça leur permet... Enfin, c'est imprenable. Pourquoi ? Parce que les Tatars, en tant que nomades, ne comprennent pas le concept de mur. C'est-à-dire que ça fait un bug. Erreur 404. Et ils sont totalement désorientés. Ce qui permet ensuite de les faucher, les cueillir assez rapidement. Bon, en fait, bien sûr que c'est faux, ils avaient leur propre forteresse et tout, mais visiblement, ils ont dû mettre en place des types de forteresses à l'européenne, parce qu'ils sont habitués peut-être au combat européen qui était beaucoup plus demandant à ce niveau-là, et ça suffit à leur donner aussi un avantage sur les Tatars. Et ça, et l'utilisation... Ouais. Je me permets juste un truc, c'est que quand tu as parlé de forteresse et qu'ils ne comprennent pas le concept, instantanément, j'ai eu l'image des Mongols dans South Park. Oui, c'est un peu ça. Ou Attila dans Kaamelott. C'est-à-dire qu'en fait, il comprend pas c'est quoi une maison. Il comprend que le cheval et la tente. Voilà. Et du coup, il peut rien faire, en fait. Il comprend pas le principe. Et peut-être que les Mongols et les Tatars, etc., se sont effondrés parce qu'ils étaient... c'était trop facile pour eux au début, et ils ont vécu trop longtemps sur leur laurier. Peut-être, je ne sais pas. Alors les Mongols, en tout cas, ils se sont existent encore. Oui. Et les Tatars ont évolué en grenouilles. Oh, pas mal. Celle-là, je ne m'attendais pas. Très bon, très bien. Très bon. Elle est valide. Elle est valide, clairement. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que ils utilisent en plus la poudre, et ils l'utilisent mieux que les autres, parce que j'imagine ils sont fournis par l'Europe, et ils font des trucs assez sympas. Ils ont des guns sympas et des techniques sympas. Et ça devient... Alors c'est assez tôt, c'est dès les années 1500 et 1600, et ça devient quand même parmi les premiers Européens à mettre des sérieuses défaites sur les musulmans, en fait, et à entamer l'Empire ottoman,
Alors qu'à l'époque, tout le monde se faisait défoncer en Europe continentale, disons. Et eux, ils ont été orientalisés, parce que c'est clairement ça, c'est pas des Européens du continent, ils sont clairement orientalisés et tatarisés dans leur manière d'être et leur manière de faire, que ce soit leurs fringues ou leurs coutumes, et même leur sang en partie. Ils sont entre les deux, et ça leur permet d'avoir le meilleur des deux mondes, visiblement, parce que ils ont un succès incroyable. Et même, on s'imagine que c'est des gens qui restent sur la steppe, mais en fait non, ils ont une super maîtrise des rivières et de la mer, et généralement des flottes. Et ils vont jusqu'à piller en Turquie et en Perse. C'est-à-dire qu'ils prennent le navire, et les navires à l'époque, c'est pas des navires incroyables, c'est genre des troncs d'arbres creux et des trucs comme ça, et ça leur suffit à piller les faubourgs de Constantinople, Istanbul, et même à rentrer dans le palace du sultan. Plein de trucs assez incroyables. Une fois, ils y vont, ils pillent les faubourgs de Constantinople pendant genre 3 jours, ils repartent, et en fait, à mi-chemin, ils disent pourquoi pas le refaire, et ils y retournent. Du coup, les Turcs ne s'y attendaient pas du tout. C'est ce genre de gens. C'est-à-dire qu'à l'époque aussi, vu qu'il n'y a pas de seigneur, et c'est comme les pirates ou les vikings, dès qu'on est sur une assemblée avec 100% d'hommes et 100% de guerriers, tu peux moins facilement imposer ta volonté, donc c'est démocratique. C'est-à-dire que les élections se font à l'acclamation, celui qui gueule le plus fort gagne, aux applaudissements, enfin bon, peut-être pas applaudissements, mais acclamation en tout cas, donc c'est beaucoup plus instable comme modèle, donc ça fait des aventures plutôt intéressantes, parce qu'il y a des retournements de situation en permanence. Ils maîtrisent le concept de bateau, alors que pour un Tatar, encore une fois, un bateau, pour lui, c'est le meilleur moment pour emprunter, c'est rien d'autre. Il ne sait pas ce que c'est. Enfin, peut-être un peu pointu celle-là. Oui, elle était un peu pointue, je l'ai pas saisie. On va tout expliquer. Enfin bref. Mais donc très vite, en fait, les pouvoirs autour des Cosaques, c'est la Pologne, Lituanie à l'époque, et la Moscovie, donc tout ce qui est autour de Moscou. Ils souhaitent utiliser la fougue des Cosaques à leur fin. Et donc tantôt les Cosaques se retrouvent à se battre pour les Polonais contre les Russes et contre les Turcs surtout, ou inversement, ou la même chose mais tout seul, c'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer les Polonais, attaquer les Moscovites, attaquer les Turcs, ils le font tout le temps. Et donc voilà, par exemple, une fois, ils sont sous les ordres plus ou moins de la Pologne, et après je dis ils, mais il y a des dizaines d'entités indépendantes des Cosaques, c'est un énorme bordel, et ce qui fait que c'est drôle. Ce sont des tribus, en fait, il y a un peu le côté tribu gauloise, c'est ça. Ouais, clairement, en fait, c'est pour ça, c'est vraiment des Européens qui reviennent à l'ancienne, c'est-à-dire que ça se divise à mort dès qu'il y a un peu trop de gens. Voilà, en plus, ce sont des pionniers, donc ils conquièrent des terres et ils s'installent là-bas. Mais bon, voilà, par exemple, les Polonais n'ont cesse de leur dire arrêtez d'attaquer les Turcs, s'il vous plaît. Et les Turcs envoient des missives au gouvernement polonais ou moscovite qui leur répondent non, mais en fait, on les contrôle pas, les mecs, ils font tout et n'importe quoi. Et donc, voilà, à chaque fois, ils leur interdisent de piller les terres turques. À un moment, même les Cosaques brûlent leur bateau en mode vous inquiétez pas, on va pas le refaire. Mais en fait, c'est des bateaux super simples à reconstruire, ils le refont dans la semaine. Et donc voilà, le vœu d'abstinence de pillage est rompu tous les 3-4 jours. C'est un genre de résolution de nofap de la nouvelle année qui est perpétuellement échoué et relancé. Tant qu'on est sur le self-dev. Exactement, ouais. Et donc, non, la comparaison finalement... Oui. La comparaison avec les Gaulois est vraiment très pertinente en termes d'ambiance pour que les gens puissent s'imaginer dans leur tête. On parle de gens avec des longues moustaches, qui sont alcooliques, qui aiment se battre, et voilà, ils ont un chef de village qui s'élise démocratiquement en gueulant. Et aussi, le plus intéressant, c'est leur coupe de cheveux où c'est juste une mèche sur la tête. En fait, techniquement, c'est la coupe de Titeuf. Juste Titeuf, il a mis du gel en plus et il l'a dressé. Mais un Cosaque a vraiment la coupe de Titeuf. Voilà, je vous invite à regarder sur Internet. Pour voir un film très qui se rapprocherait bien de ça, il faut voir Vercingétorix avec Christophe Lambert qui explique bien. Ah, parfait. Cette époque trouble. Mais peut-être que Baptiste, tu pourras faire des recommandations filmiques à la fin, parce que je crois que tu as mangé pas mal de films sur les Cosaques, même s'il y en a pas mal à découvrir, je pense. Après, ça n'a pas l'air d'être un sujet très prisé pour le cinéma. En tout cas, en France, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que bien sûr, en Russie, en Ukraine, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus connu et les gens ont beaucoup plus de mythologie là-dessus. Mais chez nous, pas vraiment. Il y a un roman cosaque qui s'appelle Taras Bulba qui a été adapté en film. Il a été adapté, attendez, je compte, 6 fois.
Voilà. Enfin, après, il y en a un, c'est... Alors que Vercingétorix, une fois. Voilà, donc quelque part, en fait, les Cosaques sont au-dessus de Vercingétorix. Enfin, même s'ils ont à peu près le même niveau de civilisation, mais avec 1800 années en plus. Enfin, bref. Et ils ont surtout des guns. Mais oui. Au niveau de la qualité militaire, les Cosaques, c'est des genres de Spartiates, avec de l'alcool. C'est la seule différence. Mais du coup, c'est beaucoup plus drôle. Oui, effectivement. Bon, voilà. Mais bon, du coup, je dis finalement, bon, c'est pas vraiment finalement, mais c'est pour accélérer l'histoire. Sur les grandes lignes, au final, pour contrecarrer un peu les plans de domination des Polonais, qui à l'époque, ils détestaient cordialement, ils s'allient un peu plus solidement avec leurs cousins orthodoxes du Nord, donc les Moscovites. Et par un vœu d'allégeance au tsar à l'époque, mais ça, ce sera le début de la fin pour eux, parce que à partir de là, ils mettent le doigt dans un engrenage, et ils seront de plus en plus, dominés, intégrés, absorbés dans l'appareil d'État. C'est-à-dire que ils garderont un rôle un peu héroïque d'explorateurs, notamment c'est eux qui, en fait, ouvrent la totalité de la Sibérie pour la colonisation slave et chrétienne. C'est tous les explorateurs, enfin tous, il y a des tas d'explorateurs sibériens qui sont cosaques, les autres sont occidentaux, bizarrement. Est-ce que l'Ukraine peut réclamer la souveraineté de l'Alaska? Oui, récemment dans les news, t'as peut-être vu, c'est pour ça que t'en parles, Poutine a lâché que la vente de l'Alaska était... il y avait un vice de procédure et qu'il pourrait... Parce que le Cosaque qui l'a vendu était libre sûrement. Oui, mais ça fait quelques temps elle traîne cette ambiance. Ça fait quelques temps, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des trucs... Après, les Cosaques en eux-mêmes... Je vous avais dit qu'on allait récupérer la Louisiane. Ah oui, c'est vrai. La Louisiane de l'époque était gigantesque en plus. La Louisiane de l'époque, celle qui remonte jusqu'au Canada, on est d'accord. C'est un tiers. On leur laisse Kilomètre David. Je ne connais pas. Kilomètre. Attends, je la cherche. Kilomètre David. Kilomètre David. C'est Miles quelque chose, c'est ça? Super connu. Il fallait réécouter. Miles Davis. Waouh. D'accord. T'étais là quand elle a été lâchée, je te rappelle, Alphonse. C'est peut-être. Mais. Tu pensais déjà à tes Cosaques. Avançons. Il te reste 2 minutes. Non, même pas. J'ai commencé il y a 2 jours. Je tenais ma vengeance pour Bill Clinton. Voilà. Donc, en fait, ils continueront à garder un rôle un peu héroïque d'explorateur et de conquérant. Ils continueront à conquérir des terres musulmanes dans le Caucase et généralement tout ce qui reste des Tatars. Ils vont les finir. Tout ça tant que l'état impérial russe sera assez faible et distant. Mais à fur et à mesure que les frontières avancent et que ça se solidifie, ils seront de plus en plus absorbés. Donc il y aura des révoltes massives périodiquement. Il y a celle de Stenka Razin, il y a un livre sur lui. Comme Prigojine, il pénètre quasiment jusqu'à Moscou avant de se faire capturer plus ou moins et écarteler. Non, pas du tout, il paraît qu'il a... Oh, c'était un accident, l'hélicoptère. Oui. Du coup, lui aussi, il y a encore des tas d'aventures assez dingues. En fait, sur le chemin, il capture une ville russe, après il prend un bateau, il va piller la Perse, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Et voilà, finalement, il est exécuté avec toute sa bande. Bon, celui-là est un peu, je crois, adoré par les bolcheviks parce que c'est genre l'anarchiste, machin. Bon, voilà, les Cosaques, s'ils sont anarchistes, ils sont quand même... fais un peu de name dropping et des grands noms des Cosaques, s'il te plaît. Je dirais Bogdan Khmelnytsky, Stenka Razin, comme on dit, je sais pas, Ivan Sirko, mais après il y en a pas mal, et les noms, il y a beaucoup de S et de H, quoi. Il y a du beau monde. D'accord, ouais. Mais voilà, je pense que ensuite on pourra recommander des bouquins, mais ce qui existe, c'est quoi? Stenka Razin, Taras Bulba. Mais ce qui est drôle... Ensuite... Oui. Ouais, Taras Bulba est un personnage fictif. Mais ce qui est drôle, c'est que par exemple, Ivan Sirko, on ne sait même pas en gros exactement quelle année il est né. Et même, il aurait fait un siège en France sous les ordres du Grand Condé. Mais on n'est même pas sûr s'il l'a vraiment fait. Parce qu'en fait, il tenait des registres cosaques vite fait. Mais alors qu'on était à une époque où en France, on était sous Louis XIV et on savait exactement qui couchait avec qui, eux, on savait même pas quand est-ce que les mecs étaient nés. On savait même pas s'ils étaient présents au siège ou pas. Mais il se trouve que Charles de Gaulle, lui, pensait qu'il était présent et il a voulu visiter la tombe de ce fameux Ivan Sirko parce qu'il le considérait comme un héros français parce qu'il avait participé à un siège sous le Grand Condé.
J'ai une question, le Grand Condé, c'est Darmanin, c'est ça ? Je crois que c'est un autre, mais laisse-moi vérifier sur Wikipédia. Non, mais attends, ce dont tu n'as pas parlé, Alphonse, qui est ultra important, c'est la fameuse lettre des Cosaques. Alors, c'est quelque chose de mythique, c'est-à-dire que on ne sait pas vraiment si ça s'est produit, c'est un peu comme le vase de Soissons. Mais en gros, il y a un mythe cosaque, c'est qu'à un moment, le sultan aurait écrit aux Cosaques pour les soumettre, leur dire voilà, je suis votre souverain, vous devez m'obéir, c'est comme ça. Et ils lui ont répondu en gros, je vais vous lire des extraits. Tu n'es même pas digne d'élever nos porcs, tordu es-tu de donner des ordres à de vrais chrétiens. Nous n'écrivons pas la date car nous n'avons pas de calendrier. Le mois est dans le ciel, l'année est dans le livre, et le jour est le même ici que chez toi. Et pour cela, tu peux nous baiser le cul. Et ils l'ont envoyé au sultan. Alors, même si on n'est pas sûr que ça a été écrit tel quel, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même un doute, parce qu'on sait très bien qu'ils en étaient capables d'écrire des lettres de diplomates comme ça, juste pour dire, voilà, on vous emmerde, on n'obéit à personne, et puis baise notre cul. Joli, oui. Voilà, la lettre est encore plus longue et c'est que des insultes. C'est drôle, oui. Je vous ai épargné vraiment des lignes et des lignes d'insultes. La scène est disponible sur internet facilement, on la mettra facilement disponible sur internet. Après c'est un truc semi-légendaire et en fait il y a des raisons de croire que c'est un fake. Mais oui, dans tous les cas, ça reprend un peu le style des mecs, hein, pour vous donner l'esprit des gars. Il y a un tableau pour immortaliser ce moment de Il y a l'épine, qui est aussi un tableau présent sur le jeu Cosaque. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez culte, cette lettre, et qui résume bien l'esprit Cosaque. La scène est aussi présente dans le film Taras Bulba de 2009. Donc voilà, moi en termes de film, j'ai vu le Taras Bulba de 2009 et le Taras Bulba de 62, qui je pense résume assez bien l'esprit cosaque, même si celui de 2009 est un peu de la propagande russe, puisque dans le film, les Cosaques se définissent comme russes, alors que c'est totalement anachronique que des Cosaques Zaporogues se définissent comme autre chose que Cosaques Zaporogues. Et en gros, il y a de belles citations du style Taras Bulba qui dit à son fils « Pourquoi t'apprends le latin? À quoi ça sert? Toute la connaissance du monde est dans une bouteille de vodka. » Ou encore une autre citation très forte dans le film de 2009, c'est-à-dire que la scène, c'est que en gros Taras Bulba doit envoyer ses fils à la Sietch, qui est le siège du pouvoir cosaque, pour qu'ils deviennent des Cosaques, et lui il doit rester à la maison en théorie. Et d'un coup il boit, il pète un câble, il dit mais qu'est-ce que je vais faire ici? Moi je vais discuter avec ma femme, non ça me fait chier. À quoi ça sert une maison? Et il commence à détruire toutes les poteries de sa maison, il dit bon bah je vais venir avec vous et en fait je vais me battre. Bien. Oui, les films sont assez épiques. C'est assez sympa. En termes de qualité, vous n'allez pas trop vous amuser, mais juste pour voir esthétiquement et en termes de narration, voilà, par exemple, à un moment, Taras Bulba va voir un Cosaque qui lui dit pourquoi t'as encore ta veste en dansant? Et le Cosaque répond bah, si je l'enlève, je risque de la vendre pour acheter plus de vodka. On sent que la vodka est quand même quelque chose d'important dans cette culture. C'est la motivation principale, je pense. Ouais. C'est le moteur, c'est l'effet d'essence du moteur. Le moteur. Et sinon, du coup, pour boucler sur leur destin, à la fin, c'est surtout des colons et aussi des gens qui fournissent beaucoup d'hommes à l'armée impériale pour les guerres que mène Moscou, en gros. Et pour accélérer encore plus sur la fin, ils souffrent vraiment de l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, parce que bien sûr ils se battent du côté anti-communiste. Et après la consolidation au pouvoir des Rouges, il y a la politique de décosaquisation qui est entamée. Et pour le coup, c'est un des génocides les mieux réussis de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de peuple cosaque. Il y a des types qui se réclament cosaques en Ukraine et en Russie, et ils font des petites associations 1901. Bon, j'imagine qu'ils ont quand même une légitimité, mais comparé à ce que c'était avant, où il y avait plus d'1 million de personnes qui se définissaient comme nationalité cosaque, ils mettaient pas ukrainien, ils mettaient pas russe, ils mettaient cosaque sur le papier. Donc ça a quand même pris un coup, quoi. Mais bon, voilà, c'est une des épopées guerrières, disons, européennes, qui est la plus longue, je pense, parce que ça dure quand même si on veut prendre large, ça dure du 15e siècle jusqu'au 20e siècle. Et voilà, c'est là où ils ont traversé le plus de choses et conquéri le plus de choses. On parle beaucoup des Vikings, ils sont allés en Amérique, machin. Au final, eux, les Cosaques, ils ont fait de Paris à l'extrême-orient, à la Sibérie, quoi. Ils ont aussi participé à des guerres
contre Napoléon, etc. Donc ils sont passés par Paris. Impressionnant. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, sur les bouquins qu'on pourrait conseiller, les œuvres culturelles, il y a les 2 films Taras Bulba, il doit y en avoir un ou 2 autres en plus. Il y a les bouquins Taras Bulba, Stenkaragine, j'ai pas lu. Et sinon, moi j'ai redécouvert un peu les Cosaques en lisant un auteur américain des années 20-30, donc dans la même veine que Howard qui a écrit Conan, donc des petites nouvelles assez rapides à lire. C'est Harold Lamb qui a écrit, qui est un héros cosaque qui s'appelle Khlit, avec un K-H-L-I-T, qui en fait est un vieux roublard cosaque et c'est toujours plaisant à lire. C'est un genre de Better Call Saul de l'époque parce qu'il a des ruses assez sympas et c'est toujours plaisant de voir quelqu'un ruser et défoncer des camps tatars. Voilà. D'accord, très bien. Passionnant, cette épopée cosaque que tu nous as ramené des steppes. Merci à toi, Alphonse. Un petit truc à rajouter. Baptiste, il est en train de finir sa chronique, donc je sais pas, je pense qu'il n'a rien à rajouter, n'est-ce pas? Il a quand même pris du temps pour intervenir. Rien à déclarer. Merci beaucoup, Alphonse, pour cette chronique. Merci beaucoup à toi. C'est toujours aussi passionnant, à l'instar de celle de Mathieu. Et on va passer donc à notre petit Baptiste, qui va poser le stylo. Alors, et on va ramasser les copies. Juste avant, sur les chroniques d'Alphonse, c'est très souvent des bonhommes habillés avec des peaux de chèvre qui courent torse nu dans des grandes plaines avec des haches, quoi. Ça va changer, je le promets. Il y a peut-être un message derrière, je sais pas. Oh, écoute, on peut avoir cette passion-là en tout bien, tout honneur. Mais attention, je regarde pas. Voilà. Considérez, s'il vous plaît, que je commence, je parle de Conan, retour à la barbarie, et là je commence à dériver sur les Cosaques, et ensuite on va retourner petit à petit vers la civilisation, vers Picsou. Donc, derrière tout ça, il y a un narratif. Au point de départ, ouais. C'est superbe. C'est travaillé. Voilà, voilà. C'est extrêmement travaillé. Eh ben, écoute, on a hâte déjà de savoir la suite. Est-ce que tu peux nous teaser la suite ou alors t'as pas la moindre idée? Pas du tout, j'ai pas la moindre idée. je suis totalement honnête sur mon processus créatif. Et c'est bien pour ça que je t'ai piqué au vif là-dessus. Bon, allez, merci beaucoup. Hein. On pose les stylos, Baptiste, et on ramasse les copies. Donc, notre nouveau chroniqueur va nous faire le reporting d'une ville. Nous t'écoutons. Cette écriture en urgence m'a rappelé la douce époque du collège où j'écrivais le devoir en même temps que le prof ramassait. Que de sensations. Ça, alors avant de dire ce que j'ai fait, avant de dire ce que j'ai fait à Kiev, il sera intéressant de donner le contexte pourquoi j'ai été à Kiev. Alors il se trouve qu'on était en été 2021 et j'avais passé des vacances avec un charmant personnage qui s'appelle Daniel Conversano. Et ce Daniel Conversano que j'ai rencontré en Bulgarie avait pour projet d'amener des amis à lui à Kiev pour trouver l'amour. Nom de code de l'opération, bâtir un foyer. Alors, lors d'une négociation que nous avons faite dans les quartiers chics de Bucarest autour d'une pizza, j'ai réussi à négocier ma participation dans l'aventure en tant que caméraman et monteur afin de filmer toute cette épopée. Alors, mon premier contact avec l'Ukraine, elle s'est faite au tout début du trajet, donc j'attendais un bus sur un parking en Roumanie. Il se trouve que sur ce parking, j'ai attendu ce bus longtemps, il avait du retard, et là où j'attendais voir arriver un gros bus, finalement je n'ai rien vu, et alors que je suis en train de m'assoupir sur une table à côté d'un McDo, là un homme qui ressemblait vachement quand même à Elon Musk m'arrête et me dit « Hey, veux-tu aller à Kiev ?» Et il me dit « Oui, moi aussi je vais rejoindre le bus, suis-moi. » Je le suis, en fait c'était une vieille petite camionnette. Et je rentre dedans, il n'y a même pas de ceinture de sécurité ni rien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un petit peu peur, parce que la Roumanie est le pays avec les routes les plus dangereuses d'Europe. Ils partagent la place avec la Lettonie qui parfois la devance, mais bon. Il se trouve qu'en fait mes peurs étaient un petit peu infondées, parce que en fait la Roumanie est simplement le pays le plus dangereux de l'Union Européenne. Le pays le plus dangereux d'Europe sur la route, c'est l'Ukraine.
Et pour aller en Ukraine, il fallait environ, disons, 24 heures de trajet. C'est un sacré bordel. Disons que pour passer par la Roumanie, il faut passer par les Carpates. Il n'y a que 2 solutions. Soit on passe par la Moldavie, ce qui prend une plombe parce que les frontières sont chiantes. Soit on passe par bateau, ce qui est encore pire, puisque du coup, la voiture s'éteint. On est obligé de marcher dehors pendant des heures. Et là, on passe sur un bateau et c'est long, c'est chiant. Et du coup, voilà, arriver à Kiev depuis Bucarest, c'est environ 20 heures, 24 heures. Peut-être moins si on a beaucoup de chance. Alors, première chose intéressante en Ukraine, c'est que les Ukrainiens ne comprennent pas trop le principe d'une autoroute. C'est-à-dire que pour eux, payer pour utiliser une route, c'est trop. Donc, il n'y a pas de... Ils mettent juste 4 voies, des genres de nationales avec 4 voies, sans barrière entre le sens et le contresens. Et on roule à 130 dessus. Les nids de poules, on les prend à 130. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas par quel miracle physique, enfin... Disons que ma théorie, c'est que si on prend un nid de poule à 130, la voiture n'a pas le temps de s'enfoncer dans le nid de poule, ce qui fait que finalement, c'est comme si elle volait au-dessus. Donc à l'arrière, ça rebondit un peu, mais j'ai quand même réussi à dormir. Je parierais pas là-dessus, moi. Bon, de toute façon, Palouf n'est pas là pour me corriger en termes de physique, alors, donc je peux dire à peu près ce que pourtant, je veux. je confirme, hein, physiquement, il a raison, il existe une vitesse à partir de laquelle la roue ne s'enfonce pas dans l'ornière. Très bien. Voilà. Et il existe des vidéos très passionnantes qui débunkent complètement le fait que c'est risqué de prendre un nid de poule très vite. Et j'invite tout le monde à regarder ces vidéos passionnantes sur YouTube. Ouais, mais ça n'avait jamais tout le monde à tenter l'expérience eux-mêmes avec leur propre voiture. Je suis plus dans l'empirisme comme ça, moi. Source Trust Me Bro. Voilà. Le problème, c'est que en Europe, même en Roumanie, en Roumanie, il y a quelques nids de poules, mais nous, nos routes sont trop bien entretenues pour faire ce genre de test. Il n'y a pas de route où on peut rouler à 130 où il y a des nids de poules. Donc on pourrait même pas vraiment tester, ou du moins pas légalement. On pourrait le faire peut-être sur voie privée. Mais bon. Alors pour reprendre ma chronique, quand j'arrive à Kiev, j'ai l'impression de voir New York. C'est-à-dire que Kiev est en fait une très grande ville. C'est la 7e plus grande ville d'Europe d'après ce classement Wikipédia. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce classement Wikipédia considère notamment Istanbul, Moscou et Saint-Pétersbourg comme des villes européennes, ce qui je pense est discutable. Oui, enfin, quelque part, géographiquement peut-être, culturellement, ça dépend. Mais si on enlève ces 3 villes, en fait, Kiev est la 4e plus grosse ville d'Europe avec un total de quasiment 3 millions d'habitants. Les immeubles sont très grands, même les immeubles d'habitation. Pour vous dire, moi, dans ma résidence, quand j'habitais à Kiev pendant 6 mois, mon bâtiment faisait 12 étages et c'était le plus petit du complexe. Remarquez, aujourd'hui, avoir un petit immeuble, c'est un avantage stratégique puisque l'immeuble a plus de chances d'éviter les missiles. Pour preuve, l'immeuble à côté du mien s'est mangé une roquette il n'y a même pas 2 mois, tandis que le mien est resté indemne, évidemment, puisqu'il était trop petit. Alors, l'Ukraine, c'est le début de l'aventure. En fait, le problème, c'est que le voyage en Europe, Union Européenne, est devenu trop simple. C'est-à-dire qu'on change de pays, notre forfait fonctionne encore, les gens parlent anglais, c'est trop simple. L'Ukraine, c'était l'aventure. C'est-à-dire que comme mon forfait marche pas, il fallait que je me déplace de relais Wi-Fi en relais Wi-Fi. Donc en gros, j'allais d'un McDo à un autre pour avoir du Wi-Fi gratuit et me synchroniser avec le reste du groupe. C'était comme ça jusqu'au jour où j'ai rencontré Alphonse, que j'ai rencontré pour la première fois là-bas. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi classe avec un sac banane. Et là, il m'a donné le Saint Graal, qui est la carte SIM ukrainienne, que j'ai encore et qui, quand bien même je ne paye même pas le forfait, je crois qu'elle fonctionne encore. C'est dire la fiabilité de ce genre de carte. Alors, le métro de Kiev, il date des années 40, je pense. Je sais pas de quand il date, mais il fait un bruit infernal. Cependant, il est vraiment génial parce qu'il est très très propre, très bien fréquenté. Voilà, on peut comparer avec les RER parisiens. Il y a même pas 3 jours, j'ai lu sur le Reddit r/Paris un post intitulé en anglais, mais je vais vous le lire en français. Hier, j'ai vu des extrêmement humains dans le RERC. Voilà. Ce genre de choses n'arriveront jamais à Kiev. J'ai dû voir un clodo une fois dans le métro, mais comme il y a des gardes à l'entrée, juste lui, il a dû passer en douche, je sais pas comment il a fait, mais vraiment, on n'a jamais eu de problème, jamais personne m'a demandé une pièce ni quoi que ce soit. Au niveau du logement, alors moi, crédule que j'étais, je ne pensais pas que Kiev était très cher. Je me suis dit, je vais prendre une auberge de jeunesse avec un budget de 7 € par nuit. Ça fera l'affaire. J'ai eu une très bonne expérience des auberges de jeunesse ailleurs en Europe de l'Est, puisqu'en fait on arrivait à 3 dans un dortoir où il y avait entre 3 et 10 lits, et en fait on était tout le temps tout seul, donc on prenait la chambre, on se mettait bien, tout allait bien. Là je me suis retrouvé dans un gros dortoir, je dirais avec 12 places, des lits superposés. Avec des cosaques. J'ai dû dormir à côté de...
Hein? Avec des Cosaques. Avec des Cosaques, oui. Des descendants de Cosaques bourrés à la vodka. J'ai jamais entendu un homme ronfler aussi fort. Je sais pas s'il était ivre, je sais pas si l'alcool a aidé, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un faire un tel nombre de décibels en ronflant. Et c'est après cette expérience que j'ai compris qu'en fait il me fallait un hôtel individuel. C'est-à-dire que finalement ce séjour avec Daniel nous a coûté une blinde et que du coup l'opération bâtir un foyer n'a pas été aussi lucrative qu'elle devait l'être. Enfin bon, passons. Donc gros avantage de l'Europe de l'Est, on a déjà parlé avec Alphonse quand on parlait de Varsovie, c'est la bouffe, hein, ça coûte que dalle, on se cassait le bide tout le temps. La bouffe ukrainienne c'est avant tout des soupes, c'est la même que les autres nourritures slaves, c'est-à-dire des pelmeni, donc des genres de raviolis, voilà, des soupes avec des bouillons de viande, ce genre de choses. Le bortsch qui est un plat ukrainien mais contesté par la Russie dit que c'est eux qui l'ont inventé, les Ukrainiens disent que c'est eux. Enfin bref, je ne peux pas apporter plus d'éléments à ce procès-là. Chose énorme en Ukraine qu'on n'a pas en France, c'est les restaurants géorgiens. Alors je sais pas s'il y a un restaurant géorgien quelque part à Paris, mais en tout cas c'est pas très répandu. Là-bas c'est vraiment, il y en a, je sais pas combien il y en a à Kiev, mais on en fait beaucoup et même des restaurants qui ne sont pas des restaurants géorgiens nous offrent les fameux khatchapuri qui sont des genres de pizza avec un œuf dessus, délicieuses, un peu en forme de lojang. Khatchapuri. Khatchapuri. Ouais, c'est bien un peu étrange comme nom. Eh bien, c'est un nom géorgien. Le géorgien est une langue qui, je sais même pas si c'est une langue indo-européenne. Est-ce que quelqu'un pourrait me corriger là-dessus? Non, c'est kartvelienne. C'est un groupe à part entière, on sait pas d'où ça vient. Voilà, alphabet différent, nom différent. Si ça sonne comme un nom extraterrestre, c'est tout à fait normal. Autre avantage, tout est ouvert 24h sur 24. Donc on se faisait des casse-dalles à 3h du mat, aucun problème. Il y avait une serveuse, il y avait tout ce qu'il fallait. Et ensuite... pour enfoncer le clou, la pinte de bière à 2,50 €, on a souffert, on en a goût. Nos deux bars préférés, enfin non, notre bar préféré c'est quand même le Botchka Pub qui était notre QG pendant 6 mois avec Alphonse. C'était Botchka Pub dès que possible. C'était un pub qui était dans une cave, enfin... L'espace non fumeur est dans une cave, il y a un espace fumeur à l'air libre, mais on n'y allait pas. Et nous, on était tout le temps dans notre cave, et c'était vraiment notre repère secret, on adorait ça. Sinon, un autre pub dont je suis obligé de parler, c'est le fameux Porter Pub en Ukraine, qui est connu parce que le pub est rempli de drapeaux nationalistes. Mais ce qui est vraiment, c'est que c'est purement décoratif, hein, parce que les employés là-bas sont tout à fait normaux. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, les gens ne sont pas forcément au courant de la signification de tous les étendards autour d'eux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, activité intéressante qu'on a pu faire qui avait été recommandée par Alphonse White. Il nous a dit allez à la plage, allez aux plages du Dniepr, c'est génial. Il y a du sol élastique, il y a une bonne ambiance, il y a des nanas. Donc on est allé à la plage. Alors moi je viens de Montpellier, donc autant dire que les plages du Dniepr, j'en ai quelque peu rien à foutre. Mais j'ai suivi le groupe et on est allé à l'arrêt Hydropark. On y allait en métro à l'arrêt Hydropark parce que la plage se trouvait sur un îlot au milieu du Dniepr. Alors les îlots au milieu du Dniepr, ils sont assez grands. Il faut savoir que le Dniepr, c'est un fleuve très large. Hein. C'est entre... voilà, ça va jusqu'à 1 km de large. Et alors qu'on est allé sur une plage qui s'appelait Children Beach, la plage était exclusivement constituée de vieux. Et en fait, la plage des jeunes se trouvait dans la rive d'en face, sur un autre îlot inatteignable. Et voilà, on a dû les regarder de loin. Bref, on a raté notre coup. C'est la plage des boomers. C'est qu'on... oui, on est sur la plage des boomers, mais en fait, on peut pas parler de boomers pour des gens qui viennent de l'ex-bloc soviétique. ça ne marche pas. Le terme est non, ça aurait pu être les boomers touristes. Ah non, malheureusement. Très peu de touristes à Kiev. Le tourisme sur les plages au bord d'un fleuve, c'est quand même peu répandu. Non, mais par contre, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vis à Kiev, ce qui est génial, c'est une ville gigantesque et le Dniepr, il fait bien 1 km de large, comme disait Baptiste. C'est que tu as un arrêt de métro, tu sors, et en fait, c'est une station balnéaire. T'as des plages avec des Instagrammeuses, t'as du saut à l'élastique, t'as des Ukrainiens, et comme tous les Slaves, ils adorent les trucs dangereux, donc ils s'amusent à sauter depuis le pont dans l'eau, etc. Donc c'est dépaysant, en fait, quand t'es un Français un peu... disons timide, de voir les choses que font les gens sont assez dingues. T'as aussi une salle de sport en plein air très bien connue, faite à partir de ferraille. C'est-à-dire que t'as un genre de presse ou de machine pour tel ou tel muscle, où t'as un radiateur de soudé avec un chausse-pied
et un sèche-cheveux. Et ça te fait avec une chaîne, tu tires et ça te fait un truc. Tu peux pas connaître le poids. Le poids varie en fonction de la météo et de la dilatation du métal ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment très très rustique. 1 kilomètre de large. Oui, facile. Mais même parfois, au moins parce que. En fait, je pense que c'est 1 kilomètre de large, peut-être vers Kiev. Parce que il y a certains endroits où tu le vois sur la carte du monde, la largeur du Dniepr. Enfin, plus bas, le Dniepr devient extrêmement large, vraiment extrêmement large, et on le voit, oui, depuis l'espace. Autre particularité à Kiev, c'est qu'on se déplace beaucoup sous terre. On se déplace dans des galeries marchandes, et en fait, on peut faire aussi 1 kilomètre pour passer d'une station de métro à une autre, juste en se baladant dans des galeries. En fait, Kiev, c'est vraiment un jeu de rôle, c'est-à-dire les Ukrainiens ressemblent à des elfes, on se déplace dans des galeries comme des nains. En plus, dehors, il neige, on se croirait à Don Moro, l'immersion est totale. Alors, pour les incultes qui connaissent pas Don Moro, c'est le pays des nains dans World of Warcraft. Voilà, pour vous cultiver un petit peu plus. Et par contre, quand je dis que c'est un monde d'Heroic Fantasy, c'est plutôt un monde d'Heroic Fantasy des années 2000. C'est-à-dire qu'en termes de diversité, le casting, il est plutôt européen. On voit des choses qui nous renvoient dans le passé, parfois. Et ce qui est drôle à Kiev, c'est que le seul homosexuel que j'ai vu en 6 mois, j'ai dû le chercher, je l'ai trouvé dans un musée d'art moderne. Alors, j'aimerais juste que tu précises quelque chose, c'est pourquoi tu as cherché un homosexuel. Je ne l'ai pas vraiment, comment dire, je ne le cherchais pas, mais disons que j'étais quand même... enfin, quand je dis homosexuel, c'est bien sûr quelqu'un qui est visiblement homosexuel, j'ai dû en voir plus que ça. Mais je l'ai pas vraiment cherché, c'est juste qu'à un moment je suis dans un musée d'art moderne et là j'ai vu vraiment quelqu'un qui avait une attitude qui n'était pas celle... Les Ukrainiens sont vraiment, comment dire, ont un comportement assez normé. Il n'y a pas vraiment de personnes extravagantes, on va rarement voir des gens avec les cheveux teints, on va rarement voir des gens avec des looks extravagants, enfin les hommes. Après les femmes, la mode ukrainienne est un petit peu plus, peut être parfois assez originale. Mais les hommes sont vraiment très classiques. Voilà. Et, par contre, ce qu'on peut aussi ajouter sur l'Ukraine, Alphonse White peut en être témoin, c'est que Kiev est beaucoup plus développé que le reste de l'Ukraine. Quand on va voir ailleurs dans les campagnes, c'est surtout des toits en tôle, c'est très grisâtre. Là, on se croirait plutôt dans Fallout. Vraiment en Belgique. Voilà. C'est ambiance post-apo et pour illustrer ça, l'Union Européenne a dit on est prêt à prendre Kiev, mais le reste du pays ça va être compliqué. Donc Kiev est vraiment dynamique économiquement, mais le reste est un peu à l'arrêt. Et je sais pas. À l'exception, je dirais, des grandes villes quand même, parce que les grandes villes, comme dans tout l'ex-URSS, les villes sont gigantesques. En fait, en France, on est habitué à une autre échelle, c'est-à-dire que une ville comme Montpellier, c'est genre, je sais pas moi, 200 000 habitants, c'est considéré comme une énorme ville. En fait, là-bas, comme en Russie, les villes moyennes, considérées comme villes mineures, en fait, font déjà plus d'1 million d'habitants. Et les villes comme Dnipro, comme Zaporozhye, tout ça, c'est plusieurs centaines de milliers, voire peut-être ça touche aux millions, vivent. Et la ville, je pense, c'est la plus riche après Kiev, largement. Et ça, c'est déjà un bon 500 000, je pense. C'est vrai ce que tu dis, parce que moi, ce qui m'avait marqué dans mes pérégrinations à l'intérieur de Bucarest, c'est vraiment ces immenses boulevards parsemés de ces immeubles typiquement période brutaliste, constructiviste de chaque côté. Et c'est, en fait, il y a vraiment un côté gigantesque et même interminable. Donc ça rejoint ce que tu dis, effectivement, le côté gigantesque des grandes villes. C'est gigantesque, le centre, le boulevard à côté de la place Maïdan, déjà c'est vraiment magnifique parce que c'est le style stalinien qui, en fait, comme tous les styles architecturaux russes, ont été piqués à l'Occident, et en fait c'est le style plus ou moins de l'Empire State Building. Par exemple, si les gens voient à peu près les bâtiments qui sont à peu près partout dans les capitales de l'ex-URSS, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les bâtiments là où il y a l'étoile au-dessus, et assez stylé en centre-ville, ça c'est à peu près le style de l'Empire State Building, et je trouve que c'est vraiment très très beau. C'est vraiment pas mal, et c'est surtout l'échelle qui est assez dingue. Quand on est sur ces allées-là, ça n'a rien à voir avec les villes françaises qui, j'imagine, sont bâties sur des rues médiévales, donc beaucoup plus exigu. Et là c'est vraiment grandiose et très ouvert, et du coup il y a beaucoup de vent aussi, mais c'est cool.
Ouais, mais ça rejoint un peu. C'est marrant, ça rejoint un peu Bucarest et la sensation que j'avais eue, moi, vraiment en marchant. Je te dis, c'est les boulevards assez larges et flanqués de chaque côté de ces immenses immeubles. Quand t'as un boulevard qui fait un virage, donc tu vois tous ces immeubles faire le virage en même temps. Enfin, et tu te dis, mais c'est un truc sans fin. Tu vois, il y a vraiment ce côté science-fiction d'une ville qui s'auto-construit sous tes yeux. Ouais, chez nous, les villes se sont construites un peu naturellement et progressivement, et là-bas, le gouvernement jouait à, je sais pas, City Builder. Ils ont construit le tout direct et ils ont dit bon les gars, on arrête de s'occuper du village, on va en ville, c'est tout. Alors qu'en France, ça s'est fait un peu plus. Oui, c'est progressivement, on sent, c'est quartier par quartier en fait. C'est même limite, on voit, on se dit bon ben ça c'est telle période, ça après c'est telle période. Effectivement, alors que la construction de l'Europe centrale de l'Est, on va dire même, c'est des immeubles en kit, hein, carrément. En fait, ils avaient les blocs tout près, et c'est pour ça qu'il y a quasiment tous les appartements se ressemblent. Ils ont standardisé au maximum. Exactement. Après, sur YouTube, c'est intéressant, j'avais vu, il y a des vidéos de comparaison et d'analyse des différents styles, parce qu'en fait, là-bas, les bâtiments, c'est toujours les mêmes types, mais il y a 3, 4, 5 types différents, et on les appelle par le nom de la période dans laquelle ils ont été faits. Pas de la période. Non, même pas de l'architecte, plutôt du dirigeant, du secrétaire général de l'époque. Donc, tu as les trucs d'avant le communisme, en gros. Donc, je sais pas comment ils appellent ça, mais ils disent période tsariste. Donc, et il y a comme le Commode Louis XV, ça c'est un immeuble Gorbatchev. C'est exactement, ouais. C'est littéralement ça, parce que t'as les Stalinka, donc ont été construites d'ailleurs en bonne partie par les prisonniers de guerre allemands, en tout cas c'est ce qu'on me dit. Et enfin les Ukrainiens eux-mêmes, hein, je le cite, disaient que c'était de bonne qualité et tout, parce que c'était fait par les Allemands. Deutsche Qualität, comme on dit dans la pub. C'est ça. Et du coup, j'ai vécu là-dedans, c'est pas mal, c'est des 5 étages à peu près. Il y a les Khrushchevka, donc de Khrouchtchev, qui sont un peu plus grandes, peut-être plus larges, peut-être de moins bonne qualité. Et ensuite, voilà, après ça commence à être des grandes tours. Mais donc il y a tout un lore, tout un bestiaire à connaître sur les différents immeubles. T'as des vidéos analyses à quel point c'est pourri l'hiver, à quel point c'est pourri l'été. Voilà, c'est assez sympa. Et en tout cas, c'est pas cher. D'accord. Très bien, superbe. Baptiste. Je vais poursuivre ma chronique avec un top 5. Je vais finir avec un top 5 des endroits à visiter. Je dis les top 5, ça marche bien sur YouTube. Alors, en 5e place, la place Maïdan. Voilà, bon, le classique. Vous irez forcément si vous allez à Kiev. C'est là où s'est jouée la révolution. C'est là où il y a à peu près tout. On se donnait systématiquement rendez-vous là-bas. Pas qu'il y ait pas d'autres quartiers à Kiev, c'est pas une ville qui a vraiment qu'une seule place. Il y a plein d'autres jolis quartiers, mais là, c'est en quelque chose qui est au centre, qui est bien situé, où il y a toutes les stations de métro, autour. Donc c'est vraiment the place to be. Numéro 4, la Porte Dorée. Donc ça, c'est un monument qui est une reconstitution de la porte telle qu'elle existait à l'époque du Rousse de Kiev. Donc au temps de Yaroslav le Sage, plus précisément, donc vraiment l'âge d'or du Rousse de Kiev. Il avait une porte, il y avait 3 portes à Kiev, dont celle-là, qui avait un rôle plus que militaire. Il avait même un rôle religieux, et en fait la porte c'est un peu un mix entre une église et une porte défensive d'une muraille. Et elle a vraiment été reconstruite dans le style de l'époque, donc c'est intéressant de voir à quoi ressemblait une fortification slave. Alors généralement une fortification slave c'est beaucoup de bois, voilà. Ils n'utilisent pas trop la pierre. À l'époque c'était déjà de la pierre, je pense. Hein. C'est Kiev quand même, et c'était assez majeur. Mais je crois bien savoir que c'est quand même reconstruit à partir d'un des derniers fragments des murailles de l'époque qui existaient, parce que Kiev a été rasé jusqu'à rien du tout par les Mongols. Ce qui explique que ça fait le lien avec le moment où les Slaves ont perdu la primauté sur les steppes et ils ont dû se barrer. Oui, ça a été. Il restait un mur et ils ont tout reconstruit. Ils ont construit beaucoup de monuments, même après le communisme, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément de destruction d'églises, etc. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont reconstruites et on ne sait même pas si ça date de l'époque ou si... Bon, pour la Porte Dorée, je le savais, mais il y a d'autres églises, je ne saurais pas dire de quand elles datent. Et il faudrait que je regarde la page Wikipédia. Il y a pas mal d'églises à Kiev, il y en a beaucoup, je pense, qui ont été reconstruites vraiment a posteriori. Et en fait, ils ont fait du vieux avec du neuf. Donc voilà, numéro 4, la Porte Dorée. Donc pareil, ce centre de Kiev, vous pouvez pas la rater. Là, je vais sortir un truc un petit peu plus underground. À Kiev, il y a beaucoup de jardins, de parcs.
Ça, c'est le côté city builder, comme c'est dirigé par des communistes. On peut dire du mal du communisme, mais niveau urbanisme, moi j'aime bien. Et ils mettaient beaucoup de parcs, et je trouve ça assez intéressant. Et le meilleur que j'ai pu faire, c'est le jardin botanique de Kiev. Donc c'est plus qu'un parc, c'est un jardin botanique. Je l'ai visité entièrement, et c'était vraiment, je pense, le meilleur exemple de bout de verdure, un genre de Central Park en mieux, au milieu de Kiev. Voilà, très intéressant. Et puis bien sûr, va pas y avoir les mêmes fréquentations qu'au Bois de Boulogne, donc il y a vraiment tous les avantages. En numéro 2, le monument de la mère patrie, qui s'appelle aujourd'hui le monument de la mère Ukraine. Voilà, ce monument, à l'époque où je suis allé le voir, donc c'était avant la guerre, c'était une énorme statue soviétique avec une épée et un bouclier. C'était une dame avec une épée et un bouclier. Je dirais plutôt un glaive, puisque la lame est assez courte. Et sur le bouclier, il y avait une faucille et un marteau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, l'Ukraine, dans un élan de dérussification, a supprimé la faucille et le marteau pour mettre le trident ukrainien, donc le symbole national de l'Ukraine, et ils ont renommé la statue le monument de la mère Ukraine. Mais ils n'ont rien changé d'autre, elle reste magnifique. Donc c'est une statue de 62 mètres, mais si on ajoute le socle de 40 mètres, on passe au-dessus de la barre symbolique des 102 mètres. C'est un peu comme Sarkozy avec ses talonnettes, c'est-à-dire il les met, hop, il passe au-dessus de la barre symbolique d'1m60, c'est génial, et du coup, voilà, c'est grand. Elle est impressionnante, cette statue, elle est vraiment impressionnante. Oui, et je pense qu'en vrai, elle doit être vraiment magnifique. En plus, elle ils l'ont mis vraiment magique, vraiment. Ils l'ont mis à un endroit où on la voit de loin. Fleuve. C'est réellement un genre de statue de la liberté, réellement. C'est au même niveau, je dirais. Elle fait genre 100 mètres, comme dit Batou, mais elle regarde le fleuve, et le fleuve, il y a une énorme dépression, du coup, donc je pense que ça lui rajoute optiquement au moins 50 mètres ou quoi, et elle est vraiment, vraiment gigantesque, et très belle, et vraiment très impressionnante. Oui, elle semble être au sommet d'une colline, parce que on perd pas mal de mètres quand on s'approche de la rivière. D'accord. Voilà. Donc je passe au numéro 1, donc mon numéro 1, c'est la mosquée Ar-Rahma, voilà, qui montre le côté ouvert sur le monde de Kiev. Voilà, ils ont construit une mosquée, c'est vraiment vachement cool de leur part pour accueillir les musulmans. Je trouve ça vraiment pas mal. Non, je rigole. C'est le numéro 1, c'est les Lords des grottes de Kiev, donc vraiment la plus belle église de Kiev. Le clocher est magnifique. Je pense que c'est réellement, c'est un style. Alors il y a beaucoup de clochers comme ça en Ukraine. En fait, ils font des espèces de grosses tours bien épaisses avec beaucoup de pylônes. C'est un style, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas en Occident et que je trouve vraiment particulier. Et ces espèces de gros clochers, il y en a plusieurs à Kiev, mais c'est pas forcément le même style que celui de l'Ordre des grottes de Kiev. Et ce clocher, vraiment, je pense que c'est le plus beau bâtiment d'Ukraine et potentiellement d'Europe. Et voilà, donc l'Ordre des grottes de Kiev. Il y a beaucoup de cathédrales à Kiev. C'est la seule que j'ai mis dans mon top parce que je pense que c'est la meilleure de loin. C'est la plus emblématique et c'est vraiment, je pense, l'endroit le plus important à visiter. Voilà. Eh bien, superbe. Alors, petite question. On dit toujours Kiev ou maintenant il faut dire autrement? Alors... Il se trouve que effectivement, depuis le début de la guerre, Kiev est la prononciation russe, c'est-à-dire qu'en russe on dit Kiev. En ukrainien, pour dire Kiev, on dit Kyiv. Ils utilisent une lettre qu'on ne sait pas prononcer parce que c'est une lettre qui n'existe que dans les langues slaves, qui est entre le i et le e. Et eux, pour dire Kiev, ils disent Kyiv. Et aujourd'hui, par solidarité, il vaut mieux dire Kyiv plutôt que Kiev, afin de montrer une forme de solidarité envers les Ukrainiens et pas envers les Russes. D'accord. C'est compliqué à dire pour les Français quand même. Mais c'est compliqué à dire pour les Français, c'est pour ça que on a l'habitude de dire Kiev en plus. J'entends des fois Kiev. En fait, c'est une adaptation à la langue française aussi, je pense, mais bon. London, on dit Londres. Voilà, si vous avez envie de parler plutôt ukrainien, de parler de dire, c'est comme dire Beijing en fait, c'est-à-dire nous on dit Pékin, ça n'a pas vraiment de sens, autant prononcer le nom de la capitale comme elle est prononcée vraiment par les natifs et pas utiliser un nom étranger. Alors que là en plus c'est un nom étranger d'un autre pays, c'est pas nous qui avons essayé de l'appeler Kiev, c'est juste on utilise la prononciation russe, qui n'a pas vraiment de sens. Et en plus c'est bien, vous apprenez une voyelle en plus que vous ne connaissiez pas. Donc ça, c'est comme un cours de linguistique en plus, voilà, gratuit, offert, cadeau. C'est cadeau, ça fait plaisir. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Baptiste pour cette petite visite de Kiev. Kiev maintenant. On peut faire une Kiev.
Ambrose, je vais peut-être faire une petite ouverture sur la fin. Moi, tous mes contacts, dès les 3-4 mois passés de la guerre, j'ai déjà des contacts français qui étaient des collègues à l'époque qui sont retournés sur Kiev, parce que ça les faisait chier d'être en France. Encore aujourd'hui, j'ai pas mal j'ai des gens qui m'ont dit que Kiev, c'est encore le meilleur endroit où vivre en Europe. Donc j'ai pas mal de gens que je connais qui sont retournés y vivre, tout simplement. Donc voilà, visiblement c'est suffisamment loin du front, ou c'est suffisamment bien protégé pour que la vie soit aussi paisible, voire plus qu'à Paris. Et sans parler bien sûr de l'Ukraine de l'Ouest, qui est plus ou moins, je pense, épargnée aussi. Je connais des Français qui sont en Ukraine de l'Ouest également. Après, je peux pas inviter les gens à y aller maintenant, sachant en plus qu'il n'y a pas de vol. Mais ils travaillent sur le rétablissement des lignes de vol, des lignes aériennes. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette précision. Eh bien, je crois que le comptoir numéro 3 touche à sa fin. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rajouter quelque chose ? Mathieu, je sens que Mathieu veut rajouter quelque chose. Oui, merci Ambrose d'avoir organisé ça encore une fois, d'avoir été le chef d'orchestre de cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi de présenter le sujet que je prépare, et c'est toujours un plaisir aussi d'écouter mes camarades aborder des sujets très hétéroclites. Voilà, j'aime beaucoup la diversité des sujets qui sont abordés pendant ces émissions. Ah bah c'est le principe du comptoir, et effectivement ça fait plaisir, on va dire, à écouter et à préparer. Oui, d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire, que ce soit sur la rubrique génie occidental, génie occidentaux, si vous avez des noms un petit peu, ce soir j'ai évoqué une personne qui était absolument pas connue du grand public. Si vous avez des noms comme ça qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les proposer. J'y jetterai toujours. Mettez-les en commentaire et Mathieu se fera un plaisir d'en faire une chronique. Tout à fait. Nos amis Baptiste et Alphonse, avez-vous quelque chose à rajouter ? Je valide à 100% ce qu'a dit Mathieu. Je te remercie beaucoup pour ton travail et pour m'avoir offert une plateforme pour m'exprimer. Eh bien, écoutez, gageons que ce ne soit pas la seule fois et que tu nous reviennes avec d'autres j'ai quelques idées. C'est super alors. Très curieux et impatient d'entendre ça. D'ailleurs, Ambrose, on se doit de faire une chronique cinéma en duo sur Starship Troopers 2. Sur les 3, ce serait possible. Je pense qu'on peut parler des 3 parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi dans le Starship Troopers 3. Effectivement, on pourra se faire une chronique débat là-dessus. Ça pourra faire l'occasion d'une terrasse. Avec les interventions de la foule qui vont s'engueuler sur est-ce que Vercingétorix c'est un super film ou pas. À titre personnel, okay. Je lâche l'info, mais je suis allé le voir au cinéma. Eh bien, j'espère que tu as applaudi, tu as acclamé le chef gaulois pendant la séance. Eh bien, j'étais bouche bée devant le spectacle qui m'était offert, et encore aujourd'hui, c'est quand même un film à part dans toute l'histoire du cinéma français. Merci beaucoup à vous trois d'avoir préparé, d'avoir travaillé sur cette émission. Les 3 sujets étaient passionnants, faits par des passionnés. Donc je vous félicite et je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. On remercie aussi les auditeurs qui vont prendre le temps d'écouter cette émission. On espère qu'ils ont passé un bon moment autant que nous l'avons passé à la préparer. Je rappelle que vous pouvez toujours rejoindre le canal des Braves sur Telegram, @lesbraves au pluriel et tout attaché. Si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube des Braves. Mettez un pouce bleu et puis un commentaire dithyrambique, de préférence, en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté des Braves, pour ce faire, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le site web des Braves, www.lesbraves.org, en espérant vous voir bientôt. Alors les amis, à très bientôt, merci beaucoup, et puis j'espère vous revoir pour le comptoir numéro 4. Salutations capitaine. Salutations à vous tous, et à bientôt. Prenez bien soin de vous, et à plus. Salut à tous. Ciao.